téléspectateurs de la chaîne de l'excellence et du professionnalisme CML 13 Télévision, bienvenue à Écho de l'école des communicateurs de ce samedi. Vous êtes nombreux qui attendent cette tribune de réflexion. Pour aujourd'hui, nous allons essentiellement prendre l'actualité en République démocratique du Congo, cette actualité qui est mouvementée par le présumé détournement de 51 millions de dollars dont les ministres de la Justice seraient impliqués. Il s'agit bien de Constant Moutamba. Plusieurs personnalités politiques dénoncent cette affaire, comme à l'opposition, tout comme à la majorité, mais aussi il y a, bien entendu, beaucoup de gens qui dénoncent, qui ne veulent pas que ces cirques de détournement puissent continuer. Nous allons épiloguer dessus. Nous prendrons aussi la levée des immunités de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. La procédure a été lancée jeudi au niveau du Sénat, alors que la loi portant statut d'ancien président de la République veut que la levée des immunités pour les poursuites contre l'ancien président de la République soit que les congrès, s'agissant de l'Assemblée nationale et le Sénat, se réunissent pour déclencher ou enclencher la levée des immunités. Mais nous avions vu le Sénat siéger sans la présence de l'Assemblée nationale, donc des députés nationaux. Nous allons revenir dessus sur cette procédure parce que nul ne peut demeurer impuni, on les reconnaît, mais avant de pouvoir mettre quelqu'un, déférer quelqu'un devant les juges, bien que cette personne a des immunités, il faudrait bien respecter la procédure parce que les droits, c'est aussi le respect de la procédure. Fidèles téléspectateurs, nous allons poursuivre aussi avec des poursuites contre Matata Mponyo. Plusieurs politiques, plusieurs hommes, autorités, bien entendu, dénoncent aussi le non-respect également de la procédure parce que cette fois-ci, il n'y a pas eu levée des immunités pour les dossiers Bukangalonzo et que Matata Mponyo, quand il s'était présenté la fois passée, quand les poursuites ont été déclenchées, il était sénateur et aujourd'hui, il est député national. Il faudrait que les immunités en tant que député national soient levées afin que ces députés nationaux puissent être déférés devant son juge naturel pour des poursuites qui pourraient éclairer les lanternes de la population en République démocratique du Congo. Comme vous le savez aussi très bien, nous prendrons ces sujets qui forment bien évidemment la charpente de cette émission Écho de l'école des communicateurs. Comme vous le savez, je le disais tantôt, le 17 mai, il s'agit du jour où les Congolais fêtent la libération. Ça signifie l'entrée de l'AFDL en République démocratique du Congo. C'est comme ça que nous sommes aujourd'hui, le 17 mai. Fidèles téléspectateurs, vous êtes nombreux. Soyez les bienvenus et prenez place pour suivre un nouveau invité. Il s'agit bien d'Exaucé Kiala. Il est spécialiste en sciences politiques et administratives de l'Université de Kinshasa et analyste politique indépendant. Bienvenue, Exaucé. Bienvenue. Merci, allais-je dire, très cher Jonas. Merci à vous pour l'invitation. Je salue tous les Congolais qui nous suivent et qui auront l'opportunité de nous suivre dans vos différents canaux de communication. Je salue également le DG de cette chaîne. Je crois que à l'entame, quand vous avez dit spécialiste des questions politiques, analyste politique, je fais référence à une émission qui a vraiment fait du bruit sur la toile où le DG s'est pris à un politologue qui faisait des analystes politiques au lieu, selon lui, de faire des analystes politologiques. Je tenais vraiment à y revenir là-dessus. C'est votre droit. Non, mais vous savez, la question d'actualité a vraiment pris du temps. Alors, je dirais analyste politique au lieu de dire spécialiste en sciences politiques, puisque je refuse d'entrer en toute humilité. En tout cas, j'espère débattre au Congo, comme toujours, apporter mes idées, éclairer la lanterne sur des questions d'actualité, mais également montrer aux Congolais les failles, mais également les bons côtés, puisque nous avons également la mission de montrer également, de mettre en avant les actes faits avec bonne volonté du gouvernement.
Exaucé, vous êtes ici à Kinshasa, comme les restes de Congolais. Vous suivez avec attention soutenue l'évolution de l'actualité en République démocratique du Congo. Lorsque vous avez appris que Matata Mponyo était invité à comparaître devant les juges de la Cour constitutionnelle, vous, étant que scientifique, alors que ces immunités comme député national n'ont pas encore été levées et que les procureurs près la Cour constitutionnelle n'avaient pas encore écrit au président de l'Assemblée nationale pour demander la levée des immunités de Matata Mponyo, qu'est-ce qui vous a traversé l'esprit? Comment avez-vous perçu cette situation? Bon, la première des choses qui m'a traversé l'esprit sur ce dossier de Matata Mponyo, que c'est récurrent, que sous Félix Tshisekedi, les textes, je dirais même la Constitution, la loi mère soit de temps en temps violée, aux yeux de tous, ce n'est pas une première fois. Vous savez, je veux faire marche en arrière pour essayer d'étaler les faits qui incombent à Matata. Vous savez, sous Dieudonné Kalouba, je ne vais même pas défendre Matata, mais je vais également mettre en avant les textes. Dieudonné Kalouba signe un arrêt RP 001 qui, à l'époque, estimait qu'il ne pouvait pas. On dit que la Cour était incompétente, mais certains parlent que Kalouba, au regard de la Constitution, semblait ne pas reconnaître les faits infractionnels imputés à Matata lors de l'exercice de ses fonctions. Ouais. Et à cela, on pouvait bien conclure que c'était fini pour Matata parce que, au regard de l'article 168 de la Constitution, les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. D'abord, sont immédiatement exécutables. Ça veut dire que les autorités politiques, administratives, voire même militaires, sont obligées d'appliquer les arrêts de la Cour constitutionnelle, mais également ne souffrent d'aucun recours. Ça veut dire que dès lors qu'un jugement, je dirais un arrêt, est rendu au niveau de la Cour constitutionnelle, c'est notre juridiction, les recours n'existent pas. Ça veut dire qu'il n'existe pas des principes de double degré de juridiction à ce stade et vous êtes jugé à votre premier et dernier ressort. Je me pose la première question, celle de savoir par quel mécanisme Dieudonné Kamuleta, aujourd'hui président de la Cour constitutionnelle, est revenu sur le RP 001 rendu par Dieudonné Kalouba à l'époque. Alors qu'il n'y a eu aucune réforme de la Cour constitutionnelle, ce sont les mêmes textes portant organisation et fonctionnement de cette institution qui n'ont jamais été réformés jusqu'ici, mais la même Cour qui avait décidé à l'époque. C'est dédié, est revenu sur son arrêt. C'est la première des questions qu'il faut poser au pasteur Kamuleta. Il y a même lieu de douter sur sa qualité, sur son pastorat, si je peux le dire ainsi. Nous revenons. D'abord, la Cour de cassation qui écrit à la Cour constitutionnelle sur l'interprétation de ces dispositions de la Constitution. Parce que Kamuleta disait que la Cour constitutionnelle et les juges pénals ou les juges naturels du président de la République et du Premier ministre en fonction. Donc Matata Mponyo n'est plus en fonction. Et ça veut dire qu'il n'est pas réellement le juge naturel de reconnaître les faits infractionnels imputés à Augustin Matata. D'abord, par quel mécanisme la Cour constitutionnelle peut écrire à la Cour constitutionnelle pour interprétation de la loi? Ça n'existe pas. La Cour constitutionnelle et les juges, je regarde l'article 162, si je ne m'abuse, d'inconstitutionnalité de loi. La Cour de cassation ne peut pas écrire directement à la Cour constitutionnelle pour lui demander d'interpréter une disposition de la Constitution, mais peut l'écrire indirectement pour demander l'inconstitutionnalité d'une loi. Ça veut dire que dès lors qu'un tierce semble être lésé par une disposition ou une loi au regard d'un jugement, celle-ci ou cette juridiction peut saisir la Cour constitutionnelle pour demander l'interprétation de la loi. Comment comprendre que Matata, dont les immunités comme sénateur avaient été levées pour les dossiers zaïrianisation, soit aujourd'hui député national, immunité non levée, poursuivi pour les dossiers Bukangalozo. Je vais en arriver. Je tenais d'abord à faire l'analogie de procédures biaisées sur ce programme, je dirais, sur ces poursuites imputées à Augustin Matata. Donc, la première bavure, comme je l'ai dit, c'est que la Cour s'est dédiée au regard
de l'arrêt rendu par Kalouba, je crois, en 2022 ou 2021. Et après, la Cour de cassation, en violation de la Constitution, a écrit à la Cour constitutionnelle pour lui demander l'interprétation de la loi. Je ne sais pas ce que ça signifie. Et après, Kalouba rend un nouvel arrêt pour se déclarer compétente. Je parle de la Cour constitutionnelle, puisqu'il il est la personne physique qui représente cette haute cour du pays, a jugé l'ancien Premier ministre. Donc, il y a eu déjà vice de procédure. Si nous arrivons maintenant au niveau de l'Assemblée nationale, moi, je pense que ces jeux de ping-pong entre l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle est juste que Vital Kamerhe veut faire respecter la procédure parce que les immunités parlementaires s'acquièrent et se perdent. Augustin Matata Mponyo était sénateur. Il bénéficiait des immunités parlementaires au regard de la Constitution à la validation des mandats des sénateurs. Et il les perd à la nouvelle législature. Ça veut dire que dès lors qu'une nouvelle législature est installée à valider son mandat, vous, en tant que sénateur ou en tant que parlementaire en général, député, sénateur, vous perdez vos immunités. Et alors, Matata Mponyo recouvre des immunités parlementaires comme député national. Ça veut dire qu'il a, lors de la validation des mandats, recouvert ses immunités parlementaires et il va le perdre au niveau de la validation de mandat à la fin de la législature. Alors, il faudrait... C'est même Kamerhe qui veut faire respecter la procédure. Il est aujourd'hui par certains militants des partis proches du pouvoir. A juste soulevé la jupe de la Cour constitutionnelle. Nous avons vu que la Cour était nue. Il n'y avait pas de soubassement pour essayer de faire respecter cette procédure. Donc, Kamerhe ne veut que la procédure soit respectée, que les immunités, que la Cour constitutionnelle écrive à l'Assemblée nationale, au bureau de l'Assemblée nationale, pour la levée des immunités et que l'Assemblée examine afin de trouver l'opportunité ou non de livrer l'un de leurs. Exactement. Donc, je pense que la logique de Vital Kamerhe est vrai et légitime. Il faudrait que la Cour écrive à l'Assemblée nationale parce que Matata Mponyo a recouvert les immunités après l'avoir perdu au Sénat. C'est tout à fait logique. Et il faudrait que la Cour constitutionnelle écrive officiellement à l'Assemblée nationale avant d'engendrer des poursuites judiciaires contre cet ancien Premier ministre. Merci, Exosekiala, pour ces précisions. Nous prenons directement le deuxième sujet. Il s'agit de la levée des immunités parlementaires également de l'ancien président Joseph Kabila au niveau du Sénat. Une nouvelle violation des textes parce que la levée des immunités d'un ancien président de la République, son statut qui est aussi attaché au statut du sénateur à vie, c'est-à-dire les statuts. On acquiert les statuts de sénateur à vie lorsqu'on a été ancien président de la République. Ce sont des statuts attachés et liés. Mais comment ça fait-il que ce soit seul le Sénat qui siège pour la levée de ces immunités en lieu et place du Congrès tel que précisent les textes du pays? Bon, je crois l'avoir dit à l'entame de ma prise de parole que les faits sont récurrents, que le régime Félix Tshisekedi a l'habitude de violer les textes, même la Constitution pour laquelle il prête serment de respecter, mais vous savez que de temps en temps, il arrive que Félix Tshisekedi, pour ses intérêts politiques, bref, je dirais les régimes violent la Constitution. On n'en parlait même pas de loi de la République. Joseph Kabila, en tant qu'ancien président de la République, jouit de certaines immunités, comme vous l'avez dit, qui est rattaché à sa qualité de sénateur à vie. Et ces statuts d'ancien président de la République est réglementé. Comme le dit Max Weber, que l'État est l'ensemble de règles normatives qui régissent une société. Exact. Également, l'État congolais est réglementé. Et cette branche qui réglemente les statuts des anciens présidents de la République date de 2018. Et lorsque nous lisons cette loi, nous examinons cette loi, on dit que le président de la République est également justiciable. Ouais. Mais il existe une procédure, selon laquelle le Sénat et l'Assemblée nationale doivent se mettre ensemble, ça veut dire en congrès, examiner cette situation, et le 3/4 du congrès qui décide pour la poursuite, à ce moment-là, le président de la République ou l'ancien président de la République ou la Cour constitutionnelle peut engendrer des poursuites judiciaires
à l'aval qui lui a été donné par le 3/4 du Congrès. Et le 3/4, 500 députés, 108 sénateurs plus un sénateur à vie, ça fait 109. Le 3/4 nous fera, je crois, 55 ou 53 et 535 députés ou parlementaires en général. Donc, qui doivent associer députés et sénateurs qui doivent valider ou qui doivent donner leur aval sur la poursuite de l'ancien président de la République. Mais pourquoi le Sénat, c'est ça la plus grande question, se permet de recevoir? Je ne suis même pas au niveau d'examiner parce qu'il y a une commission qui a été mise en place pour examiner et d'apporter une résolution 72 heures après. Pourquoi le Sénat a-t-il reçu cette requête de la Cour constitutionnelle alors qu'elle est tachée d'imperfection? C'est déjà ça le plus grand problème. Moi, j'estime... Jusqu'à la trouver fondée. C'est ça la plus grande question. Moi, j'estime que la requête de la Cour constitutionnelle devait être rejetée et reconnue non recevable au regard de l'irrégularité autour de laquelle elle est tachée. Voyez-vous? Alors, qu'est-ce qu'on reproche à Joseph Kabila? Je crois qu'on devait commencer par là. On reproche à Joseph Kabila d'être en connivence avec le rebelle du 1-23, d'être le parrain de l'AFC et d'être en connivence avec 1-23 parrainé par le Rwanda. Ouais. On veut de preuves. En fait, c'est agir par impulsion. C'est le même cas avec Franck Diongo qui, au regard d'une seule photo, est jugé d'être en connivence avec le Rwanda. Avec Nanga. Une photo a suffi pour que l'on dise que Franck Diongo est en connivence avec Nanga. Et aujourd'hui, quand on dit que Joseph Kabila est en connivence avec le parrain de l'AFC et de surcroît en connivence avec l'M23 parrainé par le Rwanda, on doit nous fournir de preuves. Peter Kazadi, ministre de l'Intérieur à l'époque, l'a dit sur les antennes des Télé 50 qu'il a même de preuves qui peuvent servir de soubassement avec Jean-Marie Kassamba, qui peuvent servir de soubassement à cette thèse selon laquelle Joseph Kabila est en connivence avec le parrain de l'AFC. Il n'a jamais été auditionné. Les services ne se sont pas saisis d'office pour demander à Peter Kazadi de fournir ces éléments, ne serait-ce que comme renseignant. Jacquemain Chabani, actuel ministre de l'Intérieur, dit la même chose. Constant Moutama, ministre de la Justice, est allé même loin pour dire qu'il fallait saisir le bien de Joseph Kabila. Jacquemain Chabani a même voulu suspendre, parce qu'il y a eu des procédures qui ont été engendrées dans le sens de suspendre les activités du PPRD en violation. Il n'a pas voulu, il a suspendu. Il y a une correspondance qui existe portant suspension des activités du PPRD sur toute l'étendue du territoire national. Et on tend vers la dissolution du parti. Mais pourquoi on le dit? Parce que Joseph Kabila semblerait être en connivence avec l'AFC. Je vais en arriver, cher Jonas. Est-ce que l'UDPS est-elle en mesure, aujourd'hui peut se permettre d'avoir à cœur de joie le plaisir de nous donner des leçons à ce sujet, alors que leur lutte a été toujours accompagnée de la rébellion? Je ne blanchis pas Joseph Kabila. Je ne dis pas non plus que les faits imputés par les membres du gouvernement à sa charge sont fausses. Mais sur quoi? Je ne pense pas que c'est l'UDPS qui est à même de nous donner de conseils dans ce sens. Vous venez de dire que l'UDPS, sa lutte a été toujours en connivence avec le rebelle. Exactement. Qu'est-ce qui justifie ces propos? Mais l'histoire politique du Congo le dit. Demandez à Emmanuel Ramazani Shadari. Exactement. Demandez à Emmanuel Ramazani Shadari comment est-il devenu gouverneur du Maniema. Demandez à Théophile Mbemba comment est-il devenu... Expliquez aux Congolais, ils ont besoin de savoir ça. Je vous cite des gens qui sont vivants. Comment Théophile Mbemba est-il devenu gouverneur du Bandundu à l'époque, du grand Bandundu à l'époque? C'est parce que l'UDPS a accompagné l'AFDL alors qu'ils étaient à Kisangani. D'ailleurs, l'UDPS a envoyé des émissaires à Kisangani pour accueillir l'AFDL. Et pour mission, pour gain, je dirais pour butin à cette lutte, il y avait des cadres de l'UDPS à l'époque qui ont bénéficié de la lutte de l'AFDL. Vous imaginez que Emmanuel Ramazani Shadari, cadre de l'UDPS, devient gouverneur sous l'AFDL par quel mécanisme? Quand l'AFDL récupérait une ville et le responsable nommé
Était membre de Était l'UDPS. probablement de l'UDPS. Membre de l'UDPS à 75%, tous ceux qui étaient gouverneurs sous l'FDL. Mais dans si les premières aujourd'hui, années. mais aujourd'hui, Nanga l'UDPS nommé, on ne les souhaite pas. Oui. Si peut-être l'AFC aujourd'hui Oui. pouvait nommer un responsable du PPRD, peut-être à Goma ou dans une des localités, Oui. ce serait étayé. On en aurait fini. Oui, on aurait suffisamment une preuve palpable, tangible sur les faits reprochés à Joseph Kabila. Mais pour l'instant, puisque moi je suis en train de chercher les preuves qui nous montrent que Joseph Kabila est derrière l'AFC de Pourquoi Nanga. à l'époque Mobutu n'avait pas dissous l'UDPS? Mais c'est justement ça la plus grande question. Aujourd'hui, l'UDPS est donneur de leçons sur des faits, sur des comportements qu'elle a elle-même manifestés. Je parle de la formation politique au cours de son parcours politique. On en arrive en 2003, Sun City. Etienne Tshisekedi claque la porte parce qu'il voulait être vice-président dans la gouvernance de 1+4 et qu'il devait représenter l'opposition non armée. Mais celle-ci avait été représentée par Zaïd Ngoma, vous le savez, avec l'histoire politique du Congo. Il claque la porte de Sun City, il va à Kisangani pour faire le RC, pour continuer avec le RCD. Donc, l'UDPS aujourd'hui n'est pas à même, moi je dirais, ne doit pas être fier de nous donner les leçons dans ce sens. Pourquoi? Parce que sa lutte est également tachée d'imperfection et elle a toujours accompagné la rébellion en RDC. Mais Exaucé Kiala, vous aviez posé certains fondements ici qui font état de certaines personnalités, de hautes personnalités de l'UDPS, de responsables, qui ont déclaré avoir suffisamment de preuves pour étayer la culpabilité de Joseph Kabila dans sa présumée complicité avec les M23, AFC et consorts. Mais pourquoi l'État congolais a-t-il encore décaissé de l'argent pour, soi-disant, collecter des faits infractionnels à charge de Joseph Kabila? Voilà où j'ai dit que l'UDPS n'est pas à même aujourd'hui d'être le modèle, d'être la caricature de la bonne gestion, pas de la bonne gestion, mais d'être la caricature du patriotisme aujourd'hui, puisque sa lutte a été tachée d'imperfection. Vous l'avez dit tantôt. Pourquoi? Alors que les caciques de l'Union sacrée, je cite Peter Kazadi, qui a été ministre de l'Intérieur, oui, les patrons des renseignements, les patrons du renseignement du pays, avant même d'arriver à celui qui gère la secte à la 10e rue, il y a l'actuel ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, qui l'a dit de temps en temps, qu'il a même dit sur RFI. Il y a aussi le président de la République. Il y a même le président de la République qui l'a dit dans des interviews. Il y a le ministre de la Justice qui a été chargé d'entamer ses poursuites judiciaires. Il y a Augustin Kabouya qui avait même révélé, allais-je dire, que Joseph Kabila est sorti par une voie clandestine. Mais pourquoi l'État congolais doit aujourd'hui débourser? Parce que le document de Moutamba existe, qu'il demande 450 000 $ au gouvernement pour organiser des poursuites judiciaires à l'encontre de l'ancien président de la République. Mais dans la rubrique, dans l'état de besoin, dans les TDR qu'il a présenté au gouvernement, on parle de 50 000 $, si je ne m'abuse, vous pouvez vérifier, qui est destiné à collecter des faits infractionnels imputés contre Joseph Kabila. Alors que les poursuites ont déjà été entamées. Oui. Et puis, il y a certains caciques de l'Union sacrée qui disent détenir des preuves des audios. Je parle même des audios, l'a dit Peter Kazadi, dans les zones de Télé 50. C'est absurde. Mais vous pouvez lire allez-y. Le point 1, qui parle de collecter, je crois, les infos, les faits infractionnels imputés à Joseph Kabila. Et le point 5, parlez-moi de la différence. Le 5e et le dernier point, parle de quoi? Fait opérationnel pour l'organisation des audiences foraines. Le premier point. Les frais, ça c'est le 5e point. Le premier point, c'est organisation des procès relatifs aux poursuites judiciaires. Quelle est la différence entre les deux? Frais organisationnels pour... Attendez.
Le premier point, c'est les TDR de Moutamba concernant les poursuites judiciaires contre Joseph Kabila. Le premier point, c'est organisation des procès relatifs aux poursuites judiciaires. Organisation des procès relatifs aux poursuites judiciaires. Cinquième point. Frais opérationnels pour l'organisation des audiences foraines. Y a-t-il une différence entre audiences foraines et poursuites judiciaires? Je me pose la question de savoir si les audiences foraines ne sont pas incluses dans les poursuites judiciaires. Donc il y a tentative de détournement déjà, à ce niveau-là, au niveau du TDR. Je vous dis que ce pays n'a pas honte. Si les ridicules pouvaient tuer, Moutamba devait revoir son document. Ah, alors que le donneur de leçons se plonge lui-même dans un détournement. Et ça, c'est l'argent du contribuable congolais qui est vilipendé, dilapidé par les classiques du pouvoir. On a juste changé les Français. Et pour l'organisation des procès relatifs aux poursuites judiciaires, c'est 50 000 $. 50 000 $. Et aussi, pour ce qui est des frais opérationnels pour l'organisation des audiences foraines, c'est 150 000 $. Donc, 200 000 $. La différence exactement? 200 000 $. Les Congolais doivent savoir. 200 000 $, 150 000 $ et 50 000 $ seront vilipendés, dilapidés par Constant Moutamba pour des faits que lui-même sait. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre la différence entre l'organisation du procès et l'organisation des audiences foraines. Est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre les deux? Je sais que les audiences foraines sont incluses dans le procès. C'est un procès de prime abord, de base. Et alors, pourquoi y a-t-il une différence entre les deux dans les TDR de Constant Moutamba? Ce TDR a été mis sur la place publique. Je croyais que les Congolais allaient se lever les uns les autres pour fustiger le détournement déjà orchestré, l'idée du détournement, l'intention du détournement du ministre d'État. Allons-y, si on peut faire un petit calcul exaucé. Là, le troisième point, c'est collection des faits infractionnels à charge des poursuites judiciaires. À charge des personnes poursuivies plutôt. Collection des faits infractionnels à charge des personnes poursuivies, c'est 70 000 $. Donc, pour les poursuites judiciaires contre les personnes qui sont attachées de loin ou de près à Joseph Kabila. Non, pas pour les poursuites, pour la collection des infractions. C'est ce que je dis. Les infractions commises par Joseph Kabila et peut-être ses proches, entre guillemets, il faut 70 000 $. Alors, s'il y a 100 Congolais qui commettent les mêmes faits infractionnels, combien l'État congolais doit débourser pour collecter les faits infractionnels? D'où on peut conclure avec vous que Constant Moutamba est également plongé dans une tentative de détournement qui doit nous expliquer. Je crois que la logique du député Willy Michiki est vraie et que le ministre d'État, le ministre de la Justice, en collaboration avec le ministre des Finances et le ministre des Budgets, doivent nous dire réellement si ces fonds sont vraiment destinés à... Mais Constant Moutamba, en donneur de leçons, quand il arrive en tant que ministre de la Justice... Il vient avec un chien. Il vient avec un chien pour nous dire qu'il va... pour faire signe qu'il est là, qu'il est arrivé. Pour s'en prendre au voleur. Exactement, s'en prendre au voleur. Il a aussi senti l'odeur du détournement en présence de la première ministre. Avant d'en arriver avec Nicolas Kazadi, il a fait sortir un document, il a pondu un document avec son cabinet pour nous montrer des poursuites judiciaires avec Nicolas Kazadi qui n'ont pas abouti jusqu'à ce jour. Il vient avec la première ministre devant une poignée de jeunes regroupés, je crois, au centre financier, au centre culturel. Il sent l'odeur du détournement. Mais aujourd'hui, le donneur de leçons est également plongé dans un détournement. J'espère qu'on n'a même pas encore parlé des affaires 51 millions. On va en arriver de la maison carcérale logée à Kisangani. Mais déjà, au travers de ces TDR, puisqu'il a été donné, il a été confié la mission d'organiser le procès, Constant Moutamba s'en prend déjà à détourner l'argent pour organiser le procès de Joseph Kabila. Joseph Kabila, où il est, il s'en moque. En tout cas, il s'en moque, il se dit... Et les 50 000 francs réservés à la diffusion sur les chaînes de télévision... 50 000 francs. 50 000 $ plutôt. Réservés à la diffusion sur les chaînes de télévision, donné aux influenceurs, aux relayeurs, et tout ça. Sur les réseaux sociaux à travers des petits communicants qu'on va recruter par-ci par-là
Pour quel motif? Pour quel but doit-on se mettre à communiquer sur l'organisation d'un procès alors qu'on attend? Parce que l'objectif d'un procès, c'est pas communiquer, informer sur la tenue du procès. Mais c'est par contre rééduquer, n'est-ce pas, celui qui est reproché par la justice. Arriver notamment, si la culpabilité est établie, à la condamnation ou à l'acquittement quand il n'est pas, les faits infractionnels ne sont pas établis. Pourquoi doit-on dépenser 50 000 $ pour que les influenceurs relaient les procès sur les réseaux sociaux? C'est quoi l'importance? C'est justement la question que moi je vais demander aux donneurs de leçons sur le détournement. Pourquoi il faudrait donner 50 000 $ aux communicateurs, aux influenceurs de TikTok afin de, je vais utiliser ces mots, populariser ce procès de Joseph Kabila? Est-ce que l'objectif poursuivi c'est populariser, arriver à la condamnation? Exactement. Il y a vraiment lieu de se poser une question. Quand j'ai dit que le problème du Congo, au-delà d'être anthropologique et également systémique, ça veut dire que ceux qui essaient de se démarquer finissent également par être plongés dans la magouille, dans la galbégie financière. Aujourd'hui, on me donne raison. 50 000 $. 50 000 $ à donner aux communicateurs, à donner aux influenceurs, afin de populariser le procès contre l'ancien chef de l'État. On est dans quelle république, cher Jonas Champa? Mais il y a aussi une autre rubrique, c'est la deuxième. Laquelle? Identification de tous les biens, meubles et immeubles à saisir. Donc tous les biens, meubles et immeubles appartenant à Joseph Kabila doivent d'abord être identifiés, ce qui est légitime, mais aussi être saisis. Mais il y a une autre correspondance qui avait précédé celle-ci, c'est celle tendant à la saisie de tous les biens meubles et immeubles de Joseph Kabila. Donc les biens ont été saisis avant qu'ils soient identifiés. Et les meubles qui ont été saisis. Heureusement que vous avez étalé à la face du monde l'incohérence que ressort Constant Moutambo au travers de ce document qu'il a adressé à la première ministre. Comment est-ce que les biens meubles et immeubles de Joseph Kabila avaient été saisis au préalable sans qu'ils ne soient identifiés? D'où on peut conclure qu'il y a tentative de détournement. Que l'argent avait été utilisé exactement pour identifier et saisir les biens de Joseph Kabila. Constant Moutambo doit nous expliquer. Et pour ça, il faut 130 000 $. 130 000 $ pour identifier des biens qui avaient déjà été identifiés et saisis. Ça, c'est l'incohérence que ressort le document de Moutamba. Et le donneur de leçons, le maître nageur, est finalement lui aussi noyé et trempé dans le détournement. Est-ce qu'il y a-t-il des modèles? J'ai toujours posé cette question, cher Jonas. C'est la question que je voulais poser. Est-ce qu'il y a-t-il des modèles dans la classe politique? C'est la question que je voulais vous poser. Je vous relance. Est-ce qu'aujourd'hui, cette frange de la population congolaise, qui voyait en Moutamba quelqu'un qui venait pour booster les choses dans le secteur de la justice, peut encore lui faire confiance? Non. Non. Moi, je ne peux pas jeter. Je l'avais dit que d'abord, Moutamba, au regard des actes qu'il posait en tant que ministre de la Justice, était toujours trempé d'imperfections, de tâches et d'inconstitutionnalité de loi. Ça veut dire que les actes qu'il posait ne reflétaient pas les actes posés par un ministre de la Justice. Il y avait toujours des dérives juridiques, recadrées à quelquefois par les magistrats. Aujourd'hui, je vous avais dit que le problème du Congo, au-delà d'être anthropologique et systémique, ça veut dire qu'il y a tout un système qui lutte pour le recyclage, je dirais, d'eux-mêmes, au regard des bénéfices ou au regard des privilèges qu'ils jouissent en tant que membre du gouvernement, je ne sais pas moi à quelle position politique. Et Moutamba, aujourd'hui, je l'ai dit à l'Aurore, il a donné de l'espoir aux Congolais. Il était là en train de sanctionner. Je l'ai dit ici qu'il a sévèrement, à l'Aurore de la clameur publique, lorsque la population s'est soulevée pour parler du projet Forage et Lampadaire, sorti en mode d'urgence et détourné par le ministre des Finances, l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Il en avait dénoncé. Il en avait dénoncé au regard du document. Il avait même instruit au parquet d'ouvrir
une procédure judiciaire à l'encontre de l'ancien ministre et interdit même à cet ancien ministre de survoler le sol congolais. Après, avec la première ministre, nous l'avons vu avec beaucoup d'autres classiques du gouvernement. Constant Moutamba s'était transformé non seulement en donneur de leçons, mais à celui qui suivait de près les galbégies financières effectuées par les membres du gouvernement et les entreprises publiques. Aujourd'hui, alors que lui-même est trempé dans le détournement, je crois que nous l'avons relevé dans le document, on va le mettre public pour ceux qui ne l'en ont pas. Qu'est-ce qu'il faudrait se poser comme question? Est-ce qu'il existe des modèles dans la classe politique congolaise? Cherchons pas. Existe-t-il des modèles? Existe-t-il? Moi, je veux poser la question à tous les Congolais, si vous me la reposez. Est-ce qu'il y a-t-il des modèles? Je me suis toujours posé des questions de savoir, est-ce qu'on peut espérer pour un Congo meilleur alors que... Est-ce que par respect aux Congolais? Parce qu'à chaque fois qu'il y avait tentative de détournement, il était toujours prêt à instruire au parquet, soit l'organisation des procès, soit le déclenchement des poursuites, soit la saisie des biens, soit les descentes sur terrain pour fouiller les résidences de certaines personnalités, ainsi de suite. La convocation, perquisition, convocation des caciques du PPRD et consorts. Est-ce qu'aujourd'hui, Moutamba peut prendre son stylo, les ministres, et instruire au parquet d'ouvrir un dossier à sa charge? Ah, je lui demande s'il respecte les Congolais. Si Moutamba respecte les Congolais, s'il a vraiment du respect pour le peuple congolais, qu'il fait la même procédure qu'il a fait pour tout le monde. Ouais. Qu'il prenne un document signé par lui-même, demandant au parquet d'ouvrir une procédure judiciaire contre lui-même, contre sa gestion. Je crois qu'il y en a eu peu qui ont demandé aux instances de contrôle d'organiser des poursuites judiciaires contre eux-mêmes sur leur gestion. Mata Tamponi en est un exemple. Il a demandé à la Cour de compte, à l'Inspection générale de finances d'enquêter sur sa gouvernance en tant que Premier ministre. Et Moutamba également, je le demande aujourd'hui, de rédiger un document comme il en a toujours l'habitude, parce que ça tarde. Il avait l'habitude, les documents, je crois qu'il était pondu promptement. Promptement, il y avait cette rapidité. Au nom du respect des principes. Exactement. Il y avait de la ligne qu'il a lui-même imprimée. Il devrait, logiquement, pour par respect aux Congolais, il doit lui-même demander. C'est rendre à la justice volontiers. Au parquet ou je sais pas moi, à la Cour de cassation, d'ouvrir une enquête sur non seulement le document qui vient d'être pondu, mais pour également l'organisation des procès, pour l'organisation des procès, mais également pour ce dont pourquoi nous allons parler tout à l'heure. Ouais, d'accord. Merci beaucoup, Exoseker. Fidèles téléspectateurs, vous êtes sur CML13 Télévision, la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Nous continuons avec ces échos de l'école des communicateurs. Merci d'être avec nous et de rester avec nous. Nous prenons maintenant les tout derniers sujets. Je crois que c'est par là que nous allons chuter. Il s'agit du présumé détournement de 51 millions de dollars qui sont payés par, je crois bien, les Burundis pour des massacres perpétrés au niveau de Kisangani, et que cet argent payé, il paye par trimestre, c'est 60 millions de dollars, et qu'il y a eu la mégestion, la gabégie financière, l'affectation de ces fonds, il n'y a pas clarté. Donc, plusieurs personnalités dénoncent. Il y a même un député national qui a dénoncé ici sur le plateau de CML13 Télévision à la Libre Opinion, qui a estimé que ce n'est pas 19 millions de dollars et que c'est 51 millions de dollars. Exosekial. Cherchant pas, je suis offusqué une fois de plus, dérangé. Que, comme je l'ai dit, que le donneur de leçons lui-même se trompe, je dirais le maître nageur s'est lui-même noyé dans ce système de gouvernance opaque. Il n'y a pas de clarté dans la gestion et on peut le voir aujourd'hui au travers de ce que Constant Moutamba vient de poser comme acte. Comme je l'ai toujours dit, j'aime cette pensée d'un auteur qui qualifie l'État, comme je l'ai dit, comme l'ensemble Max Weber, comme l'ensemble de règles normatives qui régit une société. La société est régie, elle est réglementée par des textes. Et c'est
ça paraît paradoxal que le ministre de la Justice marche à l'encontre de textes pour lesquels il lutte pour lesquels il est censé veiller sur l'application également et pour lesquels il lutte de temps en temps. Ouais. Le respect de textes. Aujourd'hui, on parle de 51 millions versés chaque mois, je sais pas moi, chaque trimestre. Chaque trimestre, 60 millions. 60 millions versés chaque trimestre par l'Ouganda. Dans le cadre du oui. génocide de la guerre de 3 jours à Kisangani, détourné par le ministre Constant Mutamba. Oui, je parle du détournement également. Finalement, le ministre de la Justice a détourné l'argent associé au cadre de sinistrés de cette guerre. Parce que, premièrement, il n'a pas respecté la procédure des passations des marchés publics. Mutamba exige en procédure d'urgence les frais pour la construction de la maison carcérale à Kisangani. Première des choses. Attendez. Mais c'est Mutamba qui compatissait les jours du Génocoste à Kisangani. Il avait les larmes. C'était des larmes de crocodile. Les larmes des crocodiles. Voulez-vous dire? Les larmes des crocodiles. Ce sont des larmes des crocodiles. Il voulait compatir pour que... Parce qu'on dit que c'est maintenant les ministres de la Justice qui gèrent cet argent. Alors qu'il y a une structure, le nom m'échappe, qui avait pour mission d'orchestrer, de former une caricature afin que ces fonds soient également canalisés et arriver Est-ce qu'il y a urgence Je vais en arriver. Avant de parler de l'urgence dans la construction de la maison carcérale à Kisangani, j'aimerais parler de la procédure au travers de laquelle le ministre Constant Mutamba a demandé l'argent au Trésor ou au ministère des Finances et du Budget. On parle d'une procédure d'urgence qui n'a pas respecté les normes de la passation des marchés publics. Le ministre de la Justice, M. Constant Mutamba, qui est censé respecter les textes et faire respecter les lois de la République, viole lui-même la loi numéro 01/10 du 27 avril 2010 qui réglemente la passation des marchés publics en République démocratique du Congo. Est-ce que il y a eu appel d'offres pour la construction de la prison de Kisangani? Je peux dire non. Déjà, parce qu'il n'y en a pas eu. Deuxièmement, puisqu'il n'y a pas eu appel d'offres au niveau national et international, ça veut dire qu'il n'y a pas eu appel d'offres restreint avec les sociétés ou les prestataires sélectionnés par l'État congolais. Le ministre se permet d'engendrer une procédure d'urgence ou d'une procédure de gré à gré. On n'a pas besoin de passation de marché, on a besoin de liquider l'argent de manière urgente. La deuxième question, si je dois me joindre à vous, c'est est-ce qu'il y a urgence de construire une maison carcérale à Kisangani aujourd'hui? Alors que Willy Michiki l'a dit, Kisangani, au regard de la clameur publique, l'urgence, c'est d'aménager la desserte en électricité. Desserte en électricité, il y a des routes qu'il faut entretenir. Exactement. Voilà. Constant Mutamba viole pour cette population. Constant Mutamba viole la loi de 2010 sur la passation des marchés publics et s'engendre dans une voie des passations de gré à gré en demandant l'argent en urgence. Alors que Nicolas Kazadi avait fait la même chose, vous savez... Il avait condamné. Il avait condamné. Mais il est avocat, lui, Constant. Il y a lieu de... Non, il ne faut pas dire que Constant Mutamba est avocat. Depuis quand il est avocat? C'est quel avocat? Je doute de son cursus. Depuis qu'il est au ministère de la Justice, tous les actes sont en dehors des textes, y compris celui-ci que nous sommes en train de décrier. S'il est réellement avocat, un homme de droit, un homme de texte, comme les avocats prêtent serment lors de l'entame de leur fonction ou de leur profession à agir, il aurait pu respecter la loi de 2010. Et surtout que la loi, c'est la matière, c'est la nourriture quotidienne d'un avocat. D'un avocat. C'est son instrument de travail. Mais dites-moi un peu, comment nous sommes arrivés à une procédure d'urgence, la construction d'une prison carcérale? Qu'à cela ne tienne.
Le gouvernement reçoit l'approbation du Parlement pour exécution de programmes gouvernementaux au cours de l'exercice d'une année. Est-ce que la construction d'une maison carcérale est-elle reprise dans le budget 2025? Peut-être non. Monsieur Constant Moutamba, dites-nous si la construction d'une maison carcérale à Kisangani est reprise dans l'exercice budgétaire vous donnez. Il y a une question de fond qui vous a été donnée par le Parlement. Il y a une question de fond que je voulais vous poser. Constant Moutamba est ministre de la Justice. Dans le gouvernement de Félix Tshisekedi, il y a également un ministre d'infrastructures et travaux publics. En principe, dans la construction d'une maison carcérale, le ministère de la Justice, c'est comme un organe technique qui peut donner des directives techniques sur les modèles et les conditions dans lesquelles l'ouvrage devrait se retrouver. Les conditions, par exemple, il faut que ce soit comme sanitaire, ça, tout ça. que ça respecte telle autre procédure, telle autre condition, pour que les prisonniers soient en sécurité, ne s'échappent pas. Mais l'argent devrait, en principe, il y a un ministre qui s'occupe des infrastructures, c'est celui-là qui devrait entamer le recrutement des entreprises. Quand je vous ai dit, très cher Jonas, comment le ministre de la Justice peut se trouver dans le détournement de l'argent destiné pour l'organisation du procès, on peut encore comprendre. Que Constant Moutamba est tout sauf juriste. Il est tout sauf avocat. Vous ne m'avez pas laissé terminer ma question. Non, mais je peux quand même anticiper. Je peux me permettre, parce que je sais où vous voulez en arriver. Allez-y. Je me joins à ceux qui ont dit qu'on avait raison de le radier du barreau en 2017 à Matadi. Avez-vous des preuves de ça? Mais oui. Maintenant, il est avocat dans quel barreau? Ça, c'est à vous de le demander. Vous avez le temps de passer au palais de la justice, où est logé le ministère de la Justice. Vous pouvez lui poser la question. Je me joins à ceux qui disent, à ceux qui doutent de son cursus ou de son parcours académique en droit. Ceux qui mettent même en mal le processus d'acquisition de diplômes en droit à l'UPC. On dit que voilà, à cause de Constant Moutamba, l'université pédagogique congolaise et l'université protestante du Congo n'est pas à même de produire des vrais juristes. Comment est-ce que le principe juridique et même politique selon lequel la compétence et l'attribution n'est pas respectée par le ministre de la Justice? Lui, il s'y mêle dans tout sauf rien. Voyez-vous qu'aujourd'hui, le ministère des Infrastructures qui est à même ou est habilité ou a reçu les attributions de construire des infrastructures, des édifices dans le cadre du gouvernement, se voit avec le ministre Moutamba dans ses attributions. Donc aujourd'hui, pour tout ce qui est... on peut également comprendre qu'un jour, les ministres de la Santé publique s'impliquent aussi dans la construction d'un hôpital. D'un hôpital. Si c'était Moutamba qui était ministre de la Santé publique. Il se serait retrouvé dans la construction d'un hôpital. Donc, à la tête de la construction d'un hôpital. Les ministres, je ne sais pas moi, de l'industrie, en train de faire exécuter les travaux de construction des usines. Les ministres, je ne sais pas moi. Vous vous rendez compte? Pensez-vous qu'il y a de l'ordre au sein du gouvernement? Il n'y a jamais eu de l'ordre depuis que Constant Moutamba est là. Non, vous n'allez pas dire que c'est lui-même qui sème les désordres. Mais nous l'avons vu. Avec l'opération. Mais ces opérations menées dans les cadres non, nous l'avons vu, je vais en arriver. Nous l'avons vu dans les cadres des opérations menées conjointement, je dirais même pas conjointement, séparément avec le ministre de l'Intérieur, Jacques Méchabani. On a lancé ici Ndobo, ici on a lancé Zéro Koulouna. Le ministre lance Ndobo, celui-ci lance Zéro Koulouna. Dans le souci de paraître dans l'actualité. Exactement. Il n'y a pas de l'ordre dans le gouvernement. Pourquoi il n'y a pas eu une opération conjointe au regard du rapprochement des attributions qu'il y a entre le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice? Il y a lieu de poser des questions avec ces opérations.
Moi, la question que je pose, la criminalité n'a pas la question que je pose, c'était pas peut-être pour des besoins de faire décaisser des fonds au trésor public. Je croirais qu'il y aurait une opération conjointe parce que le ministère de la Justice, vous savez, a également des attributions similaires au ministère de l'Intérieur. Il y aurait eu, en raison de l'ordre dans le gouvernement, une opération conjointe menée entre les ministres de l'Intérieur, les ministères de l'Intérieur et le ministère de la Justice. Le fait que celui-ci a lancé Ndobo le matin et celui-ci lance Zéro Koulina le soir prouve à suffisance qu'il n'y a pas de l'ordre au sein du gouvernement Judith Soumina. Et pour preuve, nous l'avons vu aux yeux de tout chercheur, je viens d'arriver. Pour preuve, nous avons vu devant le jeune, je l'ai dit ici, devant une poignée de jeunes, Moutamba et Souminois en train de se tirailler l'un à l'autre pour raison de détournement. Il y a un lobby dans ce cas sur le détournement. Il y a eu zone ça. Est-ce qu'on a détourné ainsi de suite. Ce que sur le détournement et bimi et pas donc abandé ko solo na yemoko mutamba mandé ko solo et pas na yemoko ya détournement donc yemoko a détourné abandé là ko pressentir que ça soit un détournement et voilà la suite. Donc nous sommes dans une république. Mais c'est quoi dans quelle posture le président de la République se retrouve lorsque le ministre de la Justice qui est censé être superviseur dans l'exécution des travaux de la construction, donner des conseils techniques, se retrouve lui-même en train de gérer les fonds, en train de recruter les entreprises dont il n'a pas compétence, parce qu'il y a un ministre des infrastructures. Exactement. Mais que dit le président de la République dans cette situation? Également, ça je voulais oublier, quand nous avons parlé de la passation des marchés publics, il y a la DGCMP qui donne l'aval lorsqu'il s'agit d'une procédure de gré à gré au regard des urgences. Mais la procédure de gré à gré doit arriver ou doit intervenir en cas de fautes graves ou en cas de catastrophes naturelles, je dirais. Lorsqu'il y a par exemple pluie diluvienne qui, en principe, ou qui a causé des dégâts dans les fiefs des populations, à ce moment-là, la DGCMP peut recevoir l'autorisation d'engendrer une procédure de gré à gré avec le ministère qui a la charge des affaires sociales dans ses attributions. Mais Moutamba ne respecte pas la loi numéro 01/10 du 27 avril 2010 qui réglemente la passation des marchés publics en RDC. Moutamba ne reçoit pas ou n'écrit pas à la DGCMP, la Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics, pour recevoir l'aval au regard de l'urgence, selon lui, de construire une maison carcérale à Kisangani. Moutamba vilipende les frais ou surfacture l'organisation du procès de Joseph Kabila avec des rubriques qui ne tiennent pas debout. À ce jour, il y a lieu de nous poser la question si Moutamba est réellement celui qui devait venir ou nous devons attendre un autre. Merci, Exaucé Kiala, merci d'être passé sur Écoute de l'école des communicateurs sur CML13 Télévision. Fidèles téléspectateurs, vous l'avez certainement entendu, vous l'avez suivi. Nous arrivons exactement à la fin de cette émission. Je ne sais pas si vous avez un tout dernier mot à dire. Dans 30 secondes, sinon on en a fini. Oui, je ne peux manquer un mot à dire, Champa. Nous sommes dans une république. Oui, exactement. Nous sommes dans une république en envers. Les choses n'avancent pas. On recule apparemment. On peut le voir au regard de la gouvernance provinciale qui doit refléter normalement la capitale. Mais voilà, au regard même de cette galbégie financière, tous les ministres, tout le gouvernement est trompé dans le détournement. On n'a pas de modèle. Alors, puisque nous n'avons pas de modèle, nous devons nous-mêmes en créer un modèle. Donc, la jeunesse doit se lever. Ce n'est pas Moutamba, le voleur, le détourneur, qui va venir nous donner des leçons, puisqu'il est lui-même trompé dans un détournement. Nous sommes obligés. Parce qu'un esclave qui n'est pas en mesure ou capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie à son sort. Merci, Exaucé Kiala. C'est moi qui vous remercie. Merci à les téléspectateurs d'être restés avec nous durant pendant au moins 1 heure. Nous vous sommes tellement reconnaissants pour votre fidélité. À la prochaine occasion, avec le même plaisir.